Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Et l'invité ce matin, Michael Delafosse, maire PS de Montpellier. Bonjour Michael Delafosse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Elisabeth Borne qui dévoile aujourd'hui sa feuille de route pour les 100 jours, la mobilisation contre la réforme des retraites, stop ou encore, mais aussi votre vision du socialisme à l'écart de la NUP. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord Emmanuel Macron et ses ministres qui multiplient les déplacements pour tenter de tourner la page des retraites. Déplacements, on le voit, perturbés par des casserolades, mais aussi parfois par des coupures de courant. Vous comprenez ces modes d'action? Vous les encouragez? Surtout, la réforme des retraites, on ne peut pas tourner la page. Elle n'est pas partagée par une immense majorité du pays parce qu'elle est injuste. On demande de passer de 62 à 64 ans pour les camionneurs, les rippers, les ADSEM, tous les gens qui ont eu du mal à vivre de leur travail, c'est très dur. Et donc, moi, j'appelle le 1er mai à une grande mobilisation, enfin, aux côtés ou derrière les organisations syndicales qui sont unies. La réforme des retraites, elle n'a obtenu le soutien d'aucun député par un vote et d'aucune organisation syndicale. Et donc, on ne va pas tourner la page comme ça. Et je crois qu'il serait sage que le gouvernement là, multiplie les déplacements comme si de rien n'était, comprenne qu'il est en train, outre de faire une réforme injuste, d'affaiblir la confiance démocratique. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron a été élu après une quasi-absence de campagne pour raison de la guerre en Ukraine. Il a été élu par des gens qui, au second tour, ont combattu l'extrême droite en le choisissant. Et ça confère des responsabilités. La réforme des retraites, quand on voit par exemple à Grenoble, hier, un mannequin à l'effigie du président de la République qui a été brûlé, frappé par des manifestants? C'est complètement idiot, ce type de mobilisation. C'est même dangereux parce que ça ressemble à une montée en escalade de violences symboliques qui peuvent conduire à de la violence physique dont personne n'a intérêt. Et vraiment, les organisations syndicales, elles ont montré qu'on pouvait se mobiliser dans le respect. Elles ont organisé, elles ont appelé à des jours de grève. Les gens se sont mis en grève. C'est comme ça qu'on se mobilise. Avec des coupures de courant aussi? Non mais, à Ganges, dans le département de l'Hérault, oui. Il y a eu une coupure de courant dans une clinique privée. Je veux saluer la sagesse de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui a dit que c'était pas concevable. Voilà. Mais personne n'a intérêt à une stratégie de la tension. En tout cas, les Français et les Françaises n'ont pas intérêt à une stratégie de la tension. Il faut de la raison, il faut du dialogue et il faut entendre aussi. Il faut entendre les sondages d'opinion, les gens, vos auditeurs qui s'expriment souvent sur vos ondes sur cette réforme. L'ensemble des leaders syndicaux, il faut entendre. En fait, et le gouvernement doit entendre que cette réforme des retraites apparaît injuste à une grande majorité de nos concitoyens, a fortiori ceux qui ont du mal à vivre de leur travail, qui doivent être écoutés. Vous dites entendre, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de provocation de la part du gouvernement? Gabriel Attal qui affirmait hier que ceux qui ont le temps d'accueillir des ministres de 14h à 18h, je le cite en pleine semaine, a priori ce ne sont pas les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est pas un peu provocateur ça? Il est candidat au prix de l'humour politique? Non, mais c'est pas sérieux. Les syndicalistes, ils défendent leurs convictions, c'est leur droit. Enfin, ça sert à rien d'aller rajouter de l'huile sur le feu. Enfin, je crois que quand on est ministre du gouvernement, comme d'ailleurs quand on est dans l'opposition, on doit faire preuve d'une certaine hauteur et être capable d'expliquer ce qu'on fait, de faire des propositions, de se montrer ouvert au dialogue. Ça sert à rien de chercher à dresser les uns contre les autres. Moi, je crois qu'on doit avoir du respect pour les syndicalistes. C'est des gens qui toute l'année sont dans des entreprises et veillent au respect du droit du travail. Voilà, ça c'est des propos blessants. Personnellement, dans mon histoire militante, comme beaucoup, j'ai combattu Nicolas Sarkozy parce qu'il avait ce type de punchline servi par des communicants. Ça ne grandit pas le débat démocratique qui a besoin de hauteur et qui a besoin de sérieux. Du côté des casserolades, ça vous encourageait? C'est un mode d'action pacifique? Non mais attendez, on ne va pas faire 4 ans sur les casseroles.
Enfin, c'est pas ça qui règle les problèmes des gens. Les gens, ils ont des soucis. Les soucis, c'est les soucis du fin de mois. Ce sont l'avenir des enfants à l'école. C'est est-ce qu'on trouve encore des médecins. Donc moi, je crois que aujourd'hui, il faut que notre pays retrouve de la sérénité, de la capacité à se parler et à formuler des propositions pour relever les difficultés qui sont posées. Et je crois que voilà, il y a des formes d'expression de colère, mais enfin, on va pas faire 4 années à faire des casseroles. Moi, je crois par contre qu'il faut qu'on soit très nombreux à la manifestation du 1er mai et que sur cette question, ce sont les responsables syndicaux qui donnent le rythme. Et le rythme qu'ils ont su donner montre qu'ils s'exprimaient démocratiquement. Il faut écouter Pierre Rosanvallon, qui est un professeur du Collège de France, qui a été très partagé sur les réseaux sociaux après son émission, en disant qu'il y a malaise dans la démocratie. Et donc, comment on répond par le malaise? Par l'invective, par l'outrance ou par la capacité à essayer de se parler, et même si nous ne sommes pas d'accord, dans le respect. Enfin, c'est ça qu'on attend que donnent comme exemple les professeurs dans les salles de classe. C'est ça qu'on attend quand on est dans nos relations de travail. C'est pas de chercher tous les jours à tout conflictualiser, à tout aiguiser, à tout mettre en excès, parce que à la fin, je vais vous dire, il y en a une qui attend, elle est assise, elle observe, et c'est l'extrême droite qui espère récolter. On va y revenir justement sur cette question de l'extrême droite. Mais d'ailleurs, d'abord, sur cette feuille de route donc, qui va être annoncée, présentée aujourd'hui par Elisabeth Borne, est-ce que vous en attendez quelque chose? Il faut un agenda social, il faut un agenda du dialogue, il faut un agenda pour essayer de relever les problèmes. Le gouvernement parle d'un plan Marshall pour les classes moyennes, notamment. Vous y croyez, ça? Écoutez, on va voir. Parce que je ne veux pas préjuger ce que dit Madame la Première ministre, mais on voit bien qu'il y a des sujets majeurs. Il y a des départements dans le sud de la France, et y compris à Montpellier, où il est difficile de trouver des médecins. Que va-t-elle dire? On voit bien que dans un certain nombre de services publics, les choses sont difficiles. La question de la mixité sociale à l'école est un enjeu. La question des gens qui sont confrontés à l'inflation, comment on les aide? Il y a un problème majeur dans notre pays qui se pose, qui est complètement absent des débats. C'est la question du logement. Aujourd'hui, il faut être héritier pour pouvoir devenir propriétaire. Et de plus en plus d'endroits, les gens les plus fragiles se retrouvent exclus parce que la production de logement social n'a jamais été aussi bas. Voilà les sujets qu'il faut mettre dans l'agenda démocratique et d'inviter les uns et les autres à formuler des propositions pour qu'il y ait des réponses. Vos auditeurs, vos auditrices, mes administrés à Montpellier, ils attendent pas du commentaire, ils attendent des propositions, ils attendent des choix pour essayer de régler nos problèmes. Voilà, la France, c'est un pays magnifique, un grand pays, un pays qui est puissant, mais qui peut pas s'enfermer dans le conflit permanent, et on doit régler les problèmes concret des gens. Sur justement concret, l'immigration notamment, ça doit faire partie justement de cette feuille de route avec un projet de loi unique a priori présenté avant le mois de juin, comprenant à la fois un durcissement des règles pour faciliter les expulsions et puis dans le même temps la mise en place d'un titre de séjour pour les métiers sous tension. Elles sont tout aussi indispensables, ces deux mesures, selon vous? On va voir concrètement ce qui est proposé. Moi, je le dis très tranquillement. La France a su accueillir les réfugiés ukrainiens, et notre pays doit savoir accueillir ceux et celles qui fuient la guerre. Par contre, on doit être intraitable sur les filières de migration illégale, qui sont les passeurs, qui sont ceux qui exploitent la misère et qui ensuite mettent des familles dans des situations de détresse et dans des situations de conflit. J'attends de savoir donc ce que proposera le gouvernement. Moi, j'espère une immense fermeté contre tous les filières de passeurs qui sont des marchands de misère humaine qu'on retrouve, nous, moi comme maire, à travers les marchands de sommeil qui justement se servent, s'emparent de certains logements et construisent des filières. Et je le dis comme maire, nous avons besoin de plus de moyens sur ces sujets. Plus de soutien. À Montpellier, il y avait une copropriété dégradée où un marchand de sommeil travaillait sur des filières de migration. Nous avons eu la fermeté, on a racheté ce bien, on va aller en justice avec la Fondation Abbé Pierre pour dénoncer ces pratiques. Et voilà, ça c'est le type d'appel d'air qu'il faut étouffer parce que ce sont des spéculateurs sur la dignité des personnes. Venons-en au Rassemblement national. On pensait qu'avec le débat sur la réforme des retraites, la gauche en sortirait peut-être
grandit, qu'elle pourrait en profiter finalement, on le voit dans les sondages, c'est Marine Le Pen et le RN qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen, finalement, soit désormais la meilleure opposante à Macron et de loin, qu'est-ce qui a cloché, finalement, pour la gauche à ce niveau-là ? Quand la gauche est dans l'outrance, elle s'égare. Quand elle donne un spectacle pathétique à l'Assemblée nationale... Vous visez la France Insoumise, ici ? Je pense que le populisme dont certains se réclament à gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon, c'est une impasse politique. Ça ne donne pas confiance. Voilà, l'excès, l'outrance n'est pas de chercher à tout conflictualiser, à invectiver en permanence, ne permet pas de convaincre. Les regards se détournent, on se dit mais tout ça est bruyant, on ne comprend pas. Et donc, la gauche, elle doit se concentrer sur des propositions. Moi, ce qui m'a frappé, je vais vous le dire, c'est que dans l'opposition au projet de réforme des retraites, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de contre-proposition. J'ai signé avec Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, un texte qui expliquait que nous, si nous étions en responsabilité, nous ne toucherions pas à l'âge de départ en retraite à 62 ans, sauf pour les métiers pénibles, où là, ça doit être 60 ans. J'évoquais tout à l'heure les rippers, les ADSEM, je pense aux caissières, je pense à tous ces métiers en tension, et que le calcul de cotisation, la durée légale de départ en retraite, doit être prise en compte en fonction de l'espérance de vie. Et donc la gauche, elle doit proposer, et donc elle doit mobiliser son temps à formuler des propositions. Et Marine Le Pen, elle a joué une stratégie très simple, celle du calme, celle d'une forme de sérieux, ce qu'elle n'est pas, parce que demain elle gouvernerait le pays, nous serions précipités dans la faillite. Les populistes d'extrême droite et notre pays monteraient encore en violence. Mais c'est parce que la gauche n'est pas force de proposition, n'est pas et ne se montre pas toujours digne dans le débat parlementaire, et bien que on sent bien qu'aujourd'hui une partie de nos électeurs, malheureusement s'égare en allant vers l'extrême droite. Donc à la gauche, de retrouver le chemin du sérieux, d'être une force de proposition. Il y aura en 2027 une alternance politique et la gauche doit être au rendez-vous. Mais si elle a une stratégie populiste, alors assurément, elle fera peut-être... Ça veut dire d'ici là, pour le PS, pas d'avenir avec la NUP, quoi, si je vous entends. Par exemple, l'année prochaine, il y a les élections européennes. Oui. C'est le prochain scrutin. Eh bien, les socialistes, dont ils ont dans leur glorieux héritage Jacques Delors, François Mitterrand, ils sont pro-européens. À l'heure où Vladimir Poutine provoque un nouvel impérialisme et a déclenché la guerre en Europe, il faut affirmer l'engagement européen. Il faut porter cela. Et dans la gauche, elle est, en tout cas celle à laquelle j'appartiens, elle est pro-européenne et elle pense que l'Europe, même s'il y a des choses à améliorer, elle est plutôt une solution pour protéger les Français. Mais c'est aussi grâce à l'alliance avec la NUP que le PS a réussi à avoir 31 députés. On sait qu'après les scores, moins de 2% à la présidentielle pour Anne Hidalgo. Mais à quoi sert un parti politique? À sauver des postes ou à porter des projets et à défendre des idées et des valeurs? Moi, je crois à cette deuxième option. Et donc, si demain on s'alliait avec la France insoumise, qui a été plutôt très attendrie par Vladimir Poutine, qui appelle à désobéir sur les traités européens, ce qui va donner aux dirigeants hongrois toute la légitimité pour remettre en cause les libertés publiques que l'Europe s'efforce de défendre, bon, donc n'allions pas des contraires. La France insoumise, elle a ses convictions sur l'Europe. Il y a une gauche pro-européenne qui a les siennes et il nous faut les défendre. Voilà. Et donc Jean-Luc Mélenchon qui appelle lui à une phase 2 justement de cette NUP qui ouvre d'une certaine manière, qui ouvre à de nouvelles discussions. Pour vous, c'est non, quoi. Jean-Luc Mélenchon, il a dit grâce à la NUPES, il serait Premier ministre. Est-il Premier ministre? Non. L'intérêt des alliances électorales, c'est dans la cohérence et la clarté des idées, c'est de remporter des victoires électorales et surtout pour la gauche, pour ensuite espérer changer la vie des gens. Et je crois que si aux élections européennes, il y a des alliances qui ne sont pas sincères, et la question européenne est une question sur laquelle nous avons des appréciations différentes, eh bien, elle montrera que ça ressemble plutôt à des petits arrangements entre amis qu'à des expressions de sincérité dans le débat démocratique. Et je crois que beaucoup de gens de gauche, ils ont besoin d'entendre des voix fortes en faveur de l'Europe, rappeler que l'Europe a vocation à être une puissance, la jeunesse a besoin d'entendre que l'Europe peut négocier sur la question du climat. Le PS aujourd'hui veut ouvrir ces discussions justement pour trouver un accord potentiellement avec la NUP. Alors, qu'est-ce que vous faites encore au Parti socialiste dans ces cas-là? Non, mais que le PS dise
prennent acte des désaccords et discutent. Moi, je peux le comprendre. Mais je nous invite à bien rappeler qui nous sommes, ce en quoi nous croyons. Et je crois qu'aux élections européennes, les valeurs de gauche pro-européennes doivent être portées, affirmées, et a fortiori dans un contexte de retour de la guerre où, aux portes de l'Europe, il y a une menace qui a engagé la guerre et dont nos amis polonais des pays baltes mesurent bien le danger. Donc il doit y avoir plus d'Europe pour nous protéger. Voilà ce que doivent dire les socialistes. Donc pour vous, pas question finalement de quitter le Parti Socialiste, comme l'a fait effectivement Bernard Cazeneuve notamment. Moi je ne quitte pas le Parti Socialiste pour une raison simple. Le parti qui a été fondé par Jean Jaurès, j'ai défendu ses idées, je peux avoir des appréciations différentes avec ceux qui le dirigent, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de l'appareil, mais j'appartiens à ce courant politique socialiste, écologiste, républicain, qui pose les questions de laïcité, de justice sociale, de défense des services publics, d'engagement pro-européen, qui croit profondément dans notre pays, voilà, et qui a gouverné de par le passé, Lionel Jospin, François Hollande, même s'il faut en tirer des enseignements, François Mitterrand, et je crois que la gauche, elle a un avenir, mais son avenir ne passe pas par la case du populisme et de la conflictualité. Est-ce que l'avenir à gauche chez vous finalement, parce que vous faites l'objet d'un livre écrit par Christine Ducrot, François Delétraz du Figaro, qui vous prédise un avenir national. Vous y pensez? Alors je sais que vous êtes tout occupé aujourd'hui, votre mandat de maire, ça va se terminer en 2026, on va les présidentielles. Non, mais moi je vais m'occuper de mon mandat de maire de Montpellier qui est passionnant. On fait une mesure très radicale pour répondre aux enjeux du climat et de la justice sociale, c'est la gratuité des transports. Comme maire, je m'occupe de sujets qui sont essentiels, la sécurité des habitants, parce que voilà, je pense que c'est la règle qui nous protège. Et à la rentrée prochaine, par exemple, on va créer notre police des transports, on va créer une brigade du logement social. Comme maire, je suis très engagé sur les enjeux de l'eau, parce que c'est une vulnérabilité. Donc moi, le mandat qu'on m'a confié, c'est d'être maire de Montpellier et président de cette métropole. C'est passionnant, mais effectivement, je participe au débat national parce que je crois que la gauche ne doit pas s'égarer. Si elle prend le chemin du populisme, c'est une impasse, elle ne reviendra jamais aux responsabilités et donc elle n'améliorera pas la vie des gens. Voilà ce que moi je viens dire aujourd'hui, et avec l'expérience qui est la mienne, les convictions qui sont les miennes, je suis très engagé sur un sujet où la gauche doit cesser d'être silencieuse, c'est la question de la laïcité, voilà, qui est une question qui est très importante, qui vient des bancs de la gauche, que les socialistes ont toujours défendu. Eh bien, continuons. Michaël Delafosse, donc maire PS de Montpellier, en attendant la suite, on verra. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Merci à vous et merci à vos auditeurs et auditrices. À 8h34 sur Sud Radio, on revient dans un instant avec la revue de presse et #on en parle. Maxime Trollo.